Après des années de service, je rentrais enfin à la maison pour Noël. Mais mon père m'a envoyé un message, Noël est meilleur sans toi. Mieux vaut ne pas venir. Je me suis contenté de répondre, compris. 5 jours plus tard, j'avais 10 appels manqués de ma famille, dont un de leur avocat. Je m'appelle Pablo. J'ai 32 ans et j'ai passé les 10 dernières années dans l'armée. Ce n'est pas une vie facile, mais j'ai toujours pensé que ça valait le coup. Chaque mission, chaque nuit blanche dans un endroit oublié, je l'ai fait pour quelque chose de plus grand, et si je suis honnête, pour ma famille, mes parents, ma sœur cadette Valyria et mon frère aîné Axel. J'ai toujours cru que mon sacrifice leur donnerait une vie meilleure. Mais tout a changé avec un seul message, 5 jours avant Noël. Pour la première fois depuis des années, j'avais un congé pour rentrer chez moi à Colorado Springs. J'étais stationné à l'étranger depuis 18 mois, et l'idée de passer les fêtes avec ma famille m'a gardé sain d'esprit. J'imaginais la maison illuminée, l'odeur de la dinde, les rires. Ma mère faisait une tarte à la citrouille que j'adorais, et mon père, bien que dur, s'adoucissait un peu à Noël ou du moins je m'en souvenais. Le vol du retour a été un enfer, escale à Francfort et Chicago avant d'atterrir à Denver. En attendant mes bagages, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu un message de mon père. Ces messages étaient généralement courts, appel à ton arrivée, ou apporte de la bière, mais pas celui-ci. Je l'ai lu plusieurs fois parce que je n'arrivais pas à y croire, Noël est meilleur sans toi. Mieux vaut ne pas venir. C'était comme un coup de poing dans l'estomac. Je me tenais à l'aéroport, les gens passaient, mais tout semblait flou. Je ne savais pas quoi penser. Mes mains tremblaient lorsque j'ai tapé ma réponse. Je ne voulais pas paraître brisé, même si je l'étais. J'ai juste écrit, compris, j'ai éteint mon téléphone et je suis allé à un hôtel près de l'aéroport. Je devais y passer une nuit avant de prendre un bus pour Colorado Springs, mais maintenant je ne savais plus quoi faire. Je voulais appeler mon père, lui demander des explications, mais je ne l'ai pas fait. S'il ne voulait pas que je rentre à la maison, je n'allais pas le supplier. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis sur le lit, à penser aux dernières fois où j'ai parlé à ma famille. Rien ne semblait anormal. Ma mère a toujours dit qu'elle était fière. Valyria m'envoyait des mèmes et me demandait conseil. Axel était distant, mais je ne pensais pas que c'était personnel. Et mon père a toujours été dur, mais je n'aurais jamais imaginé ça. Le lendemain matin, j'ai pris une décision, s'il ne voulait pas que je rentre à la maison, je n'y allais pas. Mais je n'allais pas non plus continuer à faire semblant que tout allait bien. Pendant des années, j'ai envoyé de l'argent pour aider à payer l'hypothèque de la maison lorsque mon père a perdu son emploi il y a 5 ans. J'ai commencé à la couvrir. Ce n'était pas une petite somme, mais je l'ai fait parce que je pensais que c'était mon devoir. Si mon père pensait que Noël était meilleur sans moi, alors il pouvait s'en sortir seul. Un café à la main, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai annulé les paiements automatiques de l'hypothèque. Je n'ai ressenti ni joie ni vengeance, juste un étrange poids dans ma poitrine. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai décidé de ne pas aller à Colorado Springs. J'ai loué un chalet près de Denver pour passer les fêtes seul. Je pensais que la neige et le silence m'aideraient à réfléchir. Les premiers jours ont été étranges. Je n'étais pas habitué à n'avoir ni ordre ni mission. J'ai marché sur les sentiers, lu un livre que j'avais acheté à l'aéroport et j'ai essayé de ne pas penser à mon père. Mais 2 jours avant Noël, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. J'avais 10 appels manqués, 5 de ma mère, 3 de Valyria, un d'Axel et un d'un numéro inconnu. Le message vocal provenait d'un homme qui s'est présenté comme Robert Klein, l'avocat de ma famille. Monsieur Pablo, je suis Robert Klein, l'avocat de vos parents. Je dois vous parler d'un problème concernant la propriété à Colorado Springs. Veuillez me rappeler. J'ai écouté le message 2 fois. Le mot « propriété » m'a donné une mauvaise impression. La seule propriété était la maison, celle que je payais. J'ai appelé l'avocat. Merci de me rappeler, a-t-il dit calmement. Il y a un problème avec l'hypothèque de la maison de vos parents. Le paiement a été interrompu, et s'il n'est pas résolu dans les 30 jours, la banque commencera la procédure de foreclosure. Je suis resté silencieux pendant une seconde. Je savais pourquoi les paiements avaient été interrompus ou je les avais annulés. Je ne m'attendais pas à une taxe bancaire aussi rapide. Je suis resté calme. Je comprends, ai-je dit, mais je ne vois pas pourquoi c'est mon problème. J'ai payé cette hypothèque pendant des années, et personne ne m'a rien demandé. S'ils ont des problèmes, ils peuvent les gérer.
Il y a eu une pause. Klein a parlé prudemment. Je comprends que c'est difficile, mais vos parents ne peuvent pas payer. Si rien n'est fait, ils perdront la maison. Je suis désolé, ai-je répondu froidement, et je le pensais. Mon père m'a dit qu'il ne voulait pas que je rentre à la maison. Si Noël est meilleur sans moi, je suppose que l'hypothèque l'est aussi. J'ai raccroché. Mon cœur battait la chamade, et pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti de la colère non pas envers l'avocat, mais envers mon père, envers ma famille. Pendant des années, j'ai tout donné pour eux, et maintenant, à cause d'un seul message, tout s'est effondré. Ce soir-là, alors que je regardais les chutes de neige devant le chalet, j'ai reçu un message de Valeria. Pablo, appelle maman s'il te plaît. Elle est dévastée. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec papa, mais nous avons besoin de toi. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint mon téléphone et je me suis versé un whisky. Je savais que ce n'était pas fini. L'annulation des paiements aurait des conséquences, mais pour la première fois, je me sentais en contrôle, et même si je ne le reconnaîtrais pas, je voulais voir jusqu'où cela irait. Le lendemain a été calme, trop calme. Je me suis réveillé tôt, j'ai fait du café et j'ai marché dans la neige. Le chalet était petit mais confortable, avec une cheminée qui empêchait le froid de s'installer. J'ai essayé de ne pas penser à ma famille, mais c'était impossible. Le message de Valeria m'est resté en tête, nous avons besoin de toi. Une partie de moi voulait croire que c'était vrai, mais une autre partie, toujours blessée par le message de mon père, ne pouvait pas y croire. Je suis retourné au chalet à midi et j'ai allumé mon téléphone. D'autres appels manquaient, 3 de ma mère, 2 de Valeria et un autre de l'avocat, Robert Klein. Il y avait aussi un message de mon père. Il était court, comme toujours, mais cette fois, il avait un ton différent. Pablo, nous devons parler. Appel. Je n'ai pas appelé. Au lieu de cela, j'ai décidé de contacter un avocat. Je voulais comprendre ce qui se passait avec l'hypothèque et pourquoi la banque avait agi si rapidement. J'ai composé le numéro de Klein, et il a répondu au deuxième coup de fil. Monsieur Pablo, merci de votre appel, a-t-il dit avec cette voix professionnelle qui commençait à m'agacer. Nous avons un sérieux problème avec l'hypothèque. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais votre nom figure sur les documents en tant que co-signataire. Si les paiements ne reprennent pas, la banque peut s'en prendre à vos biens et à votre salaire. Je me suis figé. Co-signataire ? Je n'ai jamais rien signé de tel. Je payais l'hypothèque parce que je voulais aider, pas parce que j'y étais obligé. Il y a eu un silence gênant. C'est problématique, a dit Klein. Selon les registres de la banque, votre signature est sur le contrat. Si vous ne l'avez pas signé, quelqu'un l'a fait en votre nom. Nous devons examiner cela attentivement car la banque n'attend pas. Si les paiements ne sont pas effectués, elle engagera des poursuites judiciaires contre vous. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Quelqu'un avait falsifié ma signature, et il n'a pas fallu un génie pour deviner qui. Mes parents étaient les seuls à avoir accès à mes informations personnelles lorsque j'ai commencé à envoyer de l'argent. J'ai ressenti un mélange de rage et de trahison. Pendant des années, j'ai pensé que j'aidais volontairement, mais maintenant il semblait qu'ils m'avaient lié à cette dette sans mon consentement. Je veux voir ces documents, ai-je dit, essayant de rester calme. Et je ne paierai rien tant que ce ne sera pas éclairci. Je comprends, a répondu Klein. Je peux vous envoyer des copies des documents, mais je vous préviens, la banque n'arrêtera pas la procédure de foreclosure pendant que nous enquêtons. Et vos parents, eh bien, ils sont désespérés. Ils m'ont demandé d'insister pour que vous repreniez les paiements. Qu'ils s'en occupent, ai-je dit et j'ai raccroché. Je me suis assis sur le canapé, l'esprit bouillonnant. Je n'arrivais pas à croire que mes propres parents avaient falsifié ma signature, mais plus j'y pensais, plus cela avait du sens. Mon père a toujours été contrôlant, et ma mère, bien que douce, ne s'est jamais opposée à lui. Je me souvenais vaguement d'une époque, il y a des années, où il m'avait demandé de signer des papiers, au cas où. J'ai dit que je le ferais plus tard, mais je ne l'ai jamais fait ou du moins je le croyais. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de ma mère. Je ne voulais pas répondre, mais quelque chose m'a fait faire glisser l'écran. Sa voix était tremblante, presque brisée. « Pablo, ne fais pas ça », a-t-elle dit. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le message de ton père, mais c'était une erreur. Nous voulons que tu rentres à la maison. La maison est tout ce que nous avons. Si tu ne paies pas, nous allons la perdre. S'il te plaît, fils, fais-le pour moi.
J'ai senti un nœud dans ma poitrine. Une partie de moi voulait céder, promettre que tout irait bien, mais une autre partie, celle qui venait d'apprendre la falsification, ne pouvait pas laisser tomber. Maman, ai-je dit, savais-tu que ma signature est sur l'hypothèque? Je n'ai jamais signé ça. Quelqu'un l'a fait pour moi. Silence. Puis un sanglot. Je ne sais pas de quoi tu parles, Pablo. Je sais juste que nous avons besoin de ton aide. Tu t'es toujours occupé de nous. Ne nous abandonne pas maintenant. J'ai raccroché sans rien dire de plus. Ces paroles étaient comme un crochet, essayant de me ramener à la même vieille routine, moi qui sacrifiais, eux qui dépendaient de moi. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas seulement le message de mon père, c'était une trahison, le mensonge qui m'avait lié à une dette que je n'avais jamais acceptée. Ce soir-là, j'ai pris 2 décisions. Premièrement, j'ai repris les paiements de l'hypothèque, mais seulement temporairement. Je ne pouvais pas risquer que la banque s'en prenne à mes économies ou à mon salaire pendant que j'enquêtais. Deuxièmement, j'allais rassembler des preuves de la falsification. Si mes parents avaient falsifié ma signature, je n'allais pas laisser passer ça. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de principe. Ils m'avaient utilisé, et je ne pouvais pas pardonner ça. Le lendemain, la veille de Noël, j'ai contacté un ami de l'armée, Mike, qui travaillait maintenant comme enquêteur privé. Je lui ai tout expliqué, le message, l'hypothèque, la signature. Mike a hésité. Ça a l'air moche, Pablo. Donne-moi quelques jours, et je vais obtenir les dossiers. S'il y a un faux, nous le saurons. J'ai également appelé la banque et réactivé les paiements automatiques. J'avais l'impression d'avaler du verre, mais je n'avais pas le choix. Entre-temps, j'ai demandé des copies de tous les documents hypothécaires que Klein leur avait envoyés par email cet après-midi-là. Lorsque j'ai ouvert les fichiers, il y avait ma signature ou quelque chose qui ressemblait suffisamment à ma signature pour tromper une banque. Ce n'était pas exactement comme je signe maintenant, mais c'était suffisamment similaire pour me donner un indice, celui qui l'avait fait connaissait ma signature d'il y a des années. Le jour de Noël a été le plus étrange de ma vie. Au lieu d'être à la maison avec ma famille, j'étais seul dans le chalet, à examiner des documents et à parler à Mike au téléphone. Ma famille n'a pas cessé d'appeler. Valeria a envoyé des messages me suppliant de rentrer à la maison. Axel, qui parlait rarement, a laissé un message vocal disant qu'il était déçu de moi. Et mon père? Il a eu le culot d'appeler et de laisser un message disant « Tu es égoïste, Pablo. Tu l'as toujours été. Fais ce qu'il faut pour une fois. » Cela m'a brisé, non pas à cause de l'insulte, mais à cause de la manipulation. Il était clair qu'il ne se souciait pas de mes sentiments, il voulait juste que je continue à payer pour maintenir la maison à flot. Mais chaque appel, chaque message, m'a rendu plus déterminé. J'allais trouver la vérité, et si je devais les poursuivre en justice, je le ferais. 2 jours plus tard, Mike a appelé. J'ai quelque chose, a-t-il dit. J'ai obtenu des documents du notaire où le contrat hypothécaire a été signé. Il y a un témoin qui dit avoir vu votre père signer en votre nom. Il y a aussi une vidéo de sécurité, mais elle n'est pas claire. Nous avons besoin d'un expert pour analyser la signature et confirmer qu'elle n'est pas la vôtre. Obtenez l'expert, ai-je dit. Quel qu'en soit le coût. Mike m'a prévenu, cela pourrait mal tourner, Pablo. Si tu poursuis tes parents en justice, il n'y a pas de retour en arrière. La famille va se briser. Elle est déjà brisée, ai-je répondu. Les jours suivants ont été des montagnes russes. J'ai parlé à Mike presque quotidiennement pendant que l'expert analysait la signature. J'ai également engagé un avocat, une femme nommée Sarah Lopez, connue pour être implacable dans les affaires de fraude. Sarah a examiné les documents et a confirmé mes craintes, la signature n'était pas la mienne, et nous avions suffisamment de preuves pour déposer une plainte. Mais elle m'a prévenu que le processus serait long, et que la banque pourrait toujours s'en prendre à moi en tant que co-signataire jusqu'à ce que le problème soit résolu. Entre-temps, ma famille n'a pas abandonné. Ma mère a appelé, en pleurant, disant qu'elle était malade à cause du stress que je lui causais. Valeria a envoyé un message disant qu'elle ne me pardonnerait jamais s'il perdait la maison. Et mon père? Il était le pire. Il a appelé un soir et, sans salutation, a dit « Si tu continues comme ça, tu le regretteras. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. » Je n'ai pas répondu, mais ses paroles sont restées avec moi. Pour la première fois, j'ai ressenti de la peur non pas de perdre la maison, mais de ce que mon père pourrait faire. Il a toujours été un homme dur,
mais je n'aurais jamais pensé qu'il irait jusque-là. Pourtant, cette peur ne m'a donné que plus de raisons de continuer. S'ils avaient falsifié ma signature, s'ils m'avaient lié à une dette sans mon autorisation, ils devaient faire face aux conséquences. À la fin de la semaine, j'avais un plan. Je continuerais à payer l'hypothèque pour me protéger de la banque, mais en même temps, je rassemblerais toutes les preuves possibles. Sarah préparait déjà le procès, et Mike obtenait plus de documents. Je savais que cela se terminerait devant les tribunaux, et, non, je ne voulais pas l'admettre, mais une partie de moi était prête pour le combat. Noël était passé, mais la vraie tempête ne faisait que commencer. Ma famille pensait pouvoir me manipuler, mais elle ne savait pas que je n'étais plus le même Pablo qui est parti pour l'armée il y a 10 ans. Cette fois, j'allais me défendre, même si cela signifiait les affronter tous. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon. J'ai continué à payer l'hypothèque pour éviter que la banque ne s'en prenne à mes économies, mais chaque paiement me faisait mal comme un coup de pied. Pendant ce temps, mon avocate, Sarah Lopez, et mon ami Mike ont travaillé sans relâche pour constituer le dossier contre mes parents pour falsification de ma signature. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent, il s'agissait de la trahison. Ils m'avaient utilisé, et je ne pouvais pas laisser passer cela. Sarah a été essentielle. C'était une avocate coriace, du genre qui ne recule devant rien. Nous avons examiné chaque document, chaque email, chaque élément de preuve. Mike a obtenu l'expert en signature, ils ont confirmé que la signature sur le contrat hypothécaire n'était pas la mienne. La vidéo du notaire, bien que floue, montrait mon père en train de signer quelque chose tout en parlant au notaire. Ce n'était pas une preuve définitive, mais combinée au témoignage des employés du notaire, qui se souvenaient que mon père avait agi de façon étrange, nous avions un dossier solide. Ma famille ne restait pas inactive. Ma mère continuait d'appeler, en pleurant, disant qu'elle était malade à cause du stress. Valyria a envoyé des messages de colère, me traitant de traître. Axel, qui restait généralement en dehors des choses, a envoyé un message disant qu'il avait honte de moi. Et mon père? Il était le pire. Un soir, il a appelé, d'une voix froide, a dit, « Si tu continues avec ce procès, je te détruirai. Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. » Ces paroles m'ont donné des frissons, mais elles ne m'ont pas arrêté. Au contraire, elles m'ont rendu plus déterminé. Sarah m'a prévenu que le procès serait difficile, non seulement sur le plan juridique, mais aussi sur le plan émotionnel. Tu seras dans une salle d'audience face à tes parents, les accusant de fraude, a-t-elle dit. Ce n'est facile pour personne. Mais j'avais déjà franchi ce cap, il n'y avait pas de retour en arrière. Le procès a été fixé un vendredi matin dans une salle d'audience de Colorado Springs. 4 mois s'étaient écoulés depuis Noël, et bien que j'étais toujours dans le chalet de Denver, je devais me déplacer pour l'audience. En arrivant au palais de justice, j'ai senti un nœud dans l'estomac. La pièce était petite, avec des murs gris et une odeur de produits nettoyants bon marché. Sarah était à mes côtés, en train de relire ses notes. Mike était au premier rang, me faisant un signe de tête encourageant. De l'autre côté de la salle se trouvaient mes parents. Ma mère ressemblait à un fantôme, avec les yeux rouges et les mains tremblantes. Mon père, par contre, me regardait avec une fureur que je n'avais jamais vue. Valyria et Axel n'étaient pas là, mais Sarah m'a dit qu'ils avaient envoyé des déclarations soutenant mes parents. Cela a fait plus mal que je ne l'avais prévu. Je pensais qu'au moins Valyria serait de mon côté, mais je me suis trompé. Le juge, un homme plus âgé portant de grosses lunettes, est entré et a commencé le procès. Sarah a présenté notre dossier avec précision. Elle a expliqué comment j'avais payé l'hypothèque pendant des années sans savoir que ma signature figurait sur le contrat en tant que co-signataire. Elle a montré l'analyse de l'expert en signature, la vidéo du notaire et le témoignage des employés. Chaque élément de preuve était comme un marteau qui frappait le mensonge de mes parents. Leur avocat, un type nerveux nommé Greg Turner, a essayé de les défendre, disant que j'avais verbalement accepté d'être co-signataire et que mes paiements en étaient la preuve. Il a également essayé de présenter mes parents comme des victimes, disant qu'ils étaient désespérés lorsqu'ils ont perdu leur emploi et qu'ils ont agi par nécessité. Mais Sarah l'a rapidement démantelé, soulignant que la falsification était un crime quelles que soient les circonstances. Lorsque le moment est venu des témoignages, j'avais l'impression de marcher sur des charbons ardents. J'ai pris la parole, le regard brûlant de mon père planté sur moi. J'ai raconté mon histoire, comment j'ai commencé à payer l'hypothèque pour aider, comment je n'ai jamais rien signé, comment j'ai découvert la falsification après le message de mon père. Leur avocat a essayé de me piéger,
me demandant pourquoi j'avais continué à payer si je ne voulais pas. J'ai répondu calmement, parce que je ne voulais pas que la banque prenne tout pendant que j'enquêtais sur ce que vous aviez fait. Puis ce fut le tour de mon père. Il a pris la parole la tête haute, comme s'il était maître de la situation. Il a dit qu'il n'avait jamais rien falsifié, que j'avais donné l'autorisation d'utiliser ma signature. Mais lorsque Sarah l'a interrogé, il a hésité. Il n'a pas pu expliquer pourquoi il n'y avait aucun document avec mon autorisation ou pourquoi la vidéo le montrait en train de signer en mon nom. Sa voix s'est brisée, et pendant un instant, j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas, la peur. Ma mère n'a pas témoigné. Sarah pensait qu'il valait mieux ne pas la pousser, car elle semblait au bord de l'effondrement. Mais son silence en disait long. Elle savait ce qu'ils avaient fait et ne pouvait pas le défendre. Le procès a duré 2 jours, mais a semblé une éternité. Lorsque le juge a finalement rendu son verdict, j'ai senti l'air revenir dans mes poumons. Il a déclaré que la signature avait été falsifiée et que je n'étais pas légalement responsable de l'hypothèque. Il a ordonné que mon nom soit retiré du contrat et que la banque ne puisse pas me poursuivre. Plus important encore, il a reconnu mes parents coupables de fraude. Ils n'iraient pas en prison, mais ils devaient payer une amende et faisaient l'objet d'une enquête plus approfondie de la banque. Lorsque le juge a terminé, mon père s'est levé et a quitté la salle sans me regarder. Ma mère est restée assise, pleurant silencieusement. J'ai voulu m'approcher d'elle, lui dire quelque chose, mais Sarah m'a arrêté. « Laisse du temps », a-t-elle dit. « Ce n'est pas fini, mais tu as gagné aujourd'hui. » Ce soir-là, je suis retourné au chalet et je me suis versé un whisky, comme le soir où tout a commencé. Mais cette fois, je ne ressentais ni colère ni peur, je ressentais du soulagement, mais aussi du vide. J'avais gagné le procès, mais j'avais perdu ma famille. Personne n'a appelé après le verdict ni Valyria, ni Axel, ni ma mère, ni mon père. Je savais que nous ne nous parlerions plus jamais. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre de la banque. Ils avaient entamé des procédures de saisie hypothécaire contre la maison de mes parents. Puisque je n'étais plus lié à l'hypothèque, je n'avais aucune obligation de payer. Mais j'ai appris de Mike que mes parents ne pouvaient pas couvrir la dette. La maison, l'endroit où j'ai grandi, serait probablement perdue. Une partie de moi se sentait coupable, mais une autre partie se souvenait du message de mon père, Noël est meilleur sans toi. Ils avaient choisi cette voie. J'ai décidé qu'il était temps de passer à autre chose. J'ai parlé à Sarah, et nous avons convenu de déposer une plainte civile contre mes parents pour les années où j'ai payé l'hypothèque sous la tromperie. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de justice. Si je gagnais, l'argent pourrait m'aider à recommencer, peut-être à acheter un logement à moi. J'ai également parlé à mon chef d'armée et j'ai demandé une mutation vers une autre base, loin du Colorado. Je ne voulais pas vivre dans le passé. Avant de partir, j'ai reçu un dernier message de Valyria. Il était court, mais m'a donné un petit rayon d'espoir, je suis désolé, Pablo. Je n'aurais pas dû me retourner contre toi. Un jour, j'espère que tu te réconcilieras avec maman. Je t'aime. Je n'ai pas répondu, mais j'ai sauvegardé le message. Peut-être qu'avec le temps, je pourrais lui parler, peut-être même à ma mère. Mais avec mon père, je savais qu'il n'y avait plus rien à sauver. En rangeant mes affaires dans le chalet, j'ai regardé par la fenêtre. La neige continuait de tomber, comme ce soir-là avant Noël. J'avais beaucoup perdu, mais pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. La falsification, le procès, la trahison, cela m'avait brisé, mais cela m'avait aussi rendu plus fort. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais j'étais prêt à y faire face. Et ainsi, une valise à la main et un avenir incertain, j'ai quitté le chalet et j'ai fermé la porte.